Maître Isabelle Coutempère, bonjour. Vous avez défendu, au cours du mois de mars, Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos, passé au ministère public, pour l'affaire de l'attentat du drugstore du Publicis boulevard Saint-Germain à Paris qui s'est produit en 1975. Faut-il le rappeler, Illich Ramirez Sanchez a été qualifié d'ennemi public numéro 1 pendant de nombreuses années. Il est particulièrement célèbre pour la prise en otage des ministres de l'OPEP rassemblés à Vienne en 1975 pour des détournements d'avions, pour la traque médiatisée dont il a fait l'objet à travers l'Europe et le Proche-Orient, mais surtout pour avoir incarné aux yeux de nombreuses personnes la résistance à l'impérialisme anglo-sioniste et la lutte, ferme et intransigeante, prenant le maquis en défense de la cause palestinienne et plus largement de tous les peuples opprimés par le rouleau compresseur du capitalisme débridé. De l'aveu de Charles Pasqua lui-même, qui était alors ministre de l'Intérieur, M. Sanchez fut kidnappé au Soudan en 1994 par les services secrets français et rapatrié puis incarcéré en France. Maître, vous avez commencé à vous occuper de sa défense en 1997. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dresser un résumé des turpitudes judiciaires auxquelles il a été confronté, de sa situation actuelle et de comment il la vit, ainsi de ce que vous envisagez de faire suite aux résultats de son dernier procès? Oui, vous avez effectivement raison. Illich Ramirez Sanchez, citoyen vénézuélien, dit Carlos, et Salim Salem Mohamed, qui est son nom de combattant, a bien été enlevé, comme l'a revendiqué M. Pasqua, ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'époque. M. Pasqua, qui avait également été antérieurement, parmi d'autres activités, l'un des fondateurs du SAC, Service d'Action Civique. Ça a été également revendiqué ultérieurement, je parle du côté des Français, par le général Rondeau. Quand il a pris sa retraite, il a dit « Oui, j'étais dans l'avion, c'est moi qui ai fait le coup, etc. » Alors, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où... C'est vrai, oui, Rondeau était dans l'avion. Et le gouvernement français a assumé cet enlèvement. En fait, c'est une opération qui a été montée par la CIA. Ça a été révélé par d'anciens hauts responsables de la CIA. Et donc, ça change un peu la donne. Alors, la CIA, c'est les États-Unis. Et donc, si la CIA, pour le compte des États-Unis, organise une opération évidemment illégale, mais offre Carlos à la France, pourquoi? Parce que les États-Unis, les Américains, ils savent très bien qu'en France, c'est plus ou moins l'arbitraire, surtout en matière politique, dans le système judiciaire. C'est-à-dire qu'on peut condamner sans preuve, sans éléments matériels. La présomption d'innocence, c'est un principe, mais en pratique, pour les affaires politiques, ça n'existe pas. Alors qu'en droit anglo-saxon ou en droit germanique, le procès, même quand ce sont des cas politiques, en tout cas, il est mieux fait. Il y a, bidonné ou pas, des éléments concrets de preuve. Alors pourquoi c'est arbitraire? Parce qu'évidemment, il y a eu un certain nombre de plaintes. On sait très bien qu'un kidnapping, que ce soit en droit national ou en droit international, c'est qualifié de crime. A fortiori, quand vous avez des services étrangers qui ont coopéré ensemble, la CIA, mais la CIA elle-même, elle a organisé l'opération, mais elle n'a pas réalisé matériellement le kidnapping. Donc là, c'est la France. Donc il y a eu des plaintes, à la fois contre l'État français. Ensuite, quand Rondeau a dit oui, c'est moi qui ai fait le coup, j'étais dans l'avion qui l'a ramené de Khartoum, j'ai encore déposé une plainte. À chaque fois, ça a été considéré comme irrecevable. A fortiori, c'est encore plus illégal. Pourquoi? Parce que vous avez, concernant un citoyen vénézuélien, on est au Soudan. Le Soudan a la souveraineté sur son territoire. Et vous avez un service étranger, les Français, qui se rend dans ce pays tiers pour enlever un citoyen d'un autre pays. Si vous mettez dans l'autre sens, dans un autre type d'exemple, supposons que vous ayez un Français qui est accusé, qui se trouve aux États-Unis, par exemple, qui est accusé par le gouvernement vénézuélien de fait de corruption grave, donc un crime, que les services vénézuéliens vont enlever le Français aux États-Unis pour l'amener de force pour être jugé à Caracas, imaginez bien que la France protesterait et immédiatement obtiendrait la libération de ce monsieur. Alors la France, c'est l'arbitraire, alors pas pour tout, mais enfin en l'occurrence, quand il s'agit
d'adversaires politiques non institutionnels, alors qu'ils sont, ça dépend du côté où on se place, qualifiés de révolutionnaires de notre côté, résistants, combattants, et de l'autre côté qualifiés de terroristes. Là, il n'y a plus aucune justice, et j'en vois encore des exemples tous les jours. J'ai d'autres cas. Bon. Alors, Carlos était une icône, c'est clair. Il a porté très haut, à travers une médiatisation dont il n'était pas l'auteur, lui, il était dans la clandestinité, le combat pour les Palestiniens. C'est une icône insaisissable. Il a fait l'objet d'une chasse à l'homme de la part de tous les services, les grands services du monde. Il a échappé longtemps. Et à la fin, une opération de corruption organisée par les États-Unis, qui ont payé des gens au Soudan, des responsables soudanais, pour que les services français puissent, en toute impunité, l'enlever. Bon, ensuite, Carlos, en fait, est effectivement quelqu'un qui a commencé la politique extrêmement jeune, toujours communiste, et il a été dit travailler pour des services, notamment KGB, etc. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a jamais travaillé pour aucun service, et tous les services, que ce soit le KGB, la CIA, le Mossad et d'autres services, le pourchassaient. Alors c'est un grand révolutionnaire, c'est clair, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie au combat. Et c'est vrai que moi, depuis 1997, je me suis épuisée, je dirais, à rappeler tout ça. C'est des questions qui devraient se traiter par la voie diplomatique. On se trouve face à des magistrats qui n'ont aucune fierté, aucun honneur de leur fonction et qui obéissent aux ordres qu'ils reçoivent. C'est-à-dire Carlos, il est toujours condamné d'avance, en fait, sur des histoires absurdes. Et c'est absurde à un tel point, et c'est arbitraire à un tel point que je vais vous donner un exemple très concret. Dans les poursuites là, pour 4 attentats qui avaient eu lieu en France entre 82 et 83. Également, Johannes Weinreich était poursuivi en Allemagne sur les mêmes procédures, on va dire. En Allemagne, Johannes Weinreich a été acquitté sur le même dossier. Oui. Il a été acquitté parce que les magistrats allemands ont jugé qu'il n'y avait pas d'éléments sérieux, concrets, démontrés, qui permettaient de prouver qu'il avait organisé quoi que ce soit. Les auteurs, il n'y avait pas d'auteurs. Non, c'était non-lieu contre les auteurs. Mais Elich Ramirez Sanchez et Johannes Weinreich en Allemagne et Elich Ramirez Sanchez en France, étaient poursuivis pour complicité. Les mêmes poursuites. En Allemagne, Johannes Weinreich est acquitté pour absence d'éléments à charge. Et Carlos, lui, en France, il est condamné à perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans de plus. Donc tout ça est assez décourageant. Au niveau de la défense, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est donner un sens au procès. Parce que, en France, en tout cas, on ne peut absolument pas compter sur un procès contradictoire, réel, où c'était à la défense de prouver les éléments à charge. Mais j'irais au-delà. À la limite, le judiciaire, on s'en fiche. Bon, on est dans des questions politiques. Ça doit se régler sur un terrain politique, voire diplomatique, quand le rapport de force est à peu près correct, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc il y a une marge de manœuvre assez faible. C'est juste de donner un sens à la vie engagée de quelqu'un, engagé pour des raisons idéologiques. Et quand un État décide de faire un procès, il prend ses responsabilités. Comme avait dit Fidel Castro, c'est l'histoire qui juge après. Et comment le gouvernement vénézuélien peut-il venir en aide à l'un de ses concitoyens c'est très simple, mais ils ne l'ont jamais fait. Il suffisait de saisir la Cour internationale de justice pour... Vous savez, il y a le principe en droit international, les États doivent endosser les droits de leurs concitoyens. Donc, moi, c'est quelque chose que je reproche franchement au gouvernement théoriquement révolutionnaire, enfin, qui a été mis en place à partir du président Chavez, et que c'était la moindre des choses par rapport à l'homme le plus célèbre, le Vénézuélien le plus célèbre, qu'on était quand même sur le même terrain idéologique, révolutionnaire,
Et c'était simplement de saisir la Cour de justice internationale contre la France pour l'enlèvement de ce concitoyen vénézuélien en demandant son rapatriement au Venezuela. Ça n'a jamais été fait. Et existe-t-il encore des voies de recours juridiques pour M. Sanchez? Oui, mais c'est pareil, judiciaire, recours judiciaire. Bien sûr, oui. Là, sur la dernière condamnation, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les condamnations à perpétuité sont confondues entre elles. Même si perpétuité, c'est au-delà de la vie, perpétuité, mais en gros, comme j'ai dit à la fin de ce procès, on lui donne 3 vies à Carlos. Il y a 3 vies, il y a 3 condamnations à perpétuité. Il y a une confusion des condamnations à perpétuité. Donc une de plus, on ne dit jamais 203, bon, c'est la 3e là. Au-delà du fait que c'était complètement ridicule comme procès, parce qu'il n'y avait personne pour témoigner, à part des gens comme Robert Bourgi, dont on a vu l'honnêteté intellectuelle et ses ingérences dans la vie politique française interne. Je rappelle qu'il est quand même libanais, hein, et qui s'est mêlé de la campagne présidentielle en faisant des intrusions régulières dans les médias sur des histoires assez médiocres de costumes. Oui, c'est un peu à la mode d'avoir de l'influence dans les élections des autres. Voilà, c'est ça. Mais enfin, on va dire au-delà. Voilà, vous aviez dans ce procès, il n'y avait plus personne, plus de témoins. On ne voit pas tellement l'utilité, puisque de toute façon, Carlos, il a déjà 2 condamnations à perpétuité. Donc, d'un point de vue concret, ses ennemis, je ne vois pas du tout où ils voient un intérêt. Bon, après, vous avez des partis civils qui font de l'argent avec ça, hein, et notamment la bande de l'ancien SOS Attentat devenu FENVAC, qui en fait s'est quasiment créé pour interférer et faire un 3e bras d'accusation en plus du parquet et du gouvernement, parce que nous on a quand même 3 adversaires. Quand on est dans la défense, on a 3 adversaires: le parquet, le gouvernement et ce SOS Attentat. Madame Rudziński, la fondatrice, qui est la femme ou la veuve, je ne sais pas, ou l'ex-épouse, j'en sais rien, quelle est sa situation matrimoniale actuelle, d'un monsieur Joe Rudziński, qui était le patron du Likoud en France. Donc vous voyez, c'est encore une autre ingérence étrangère. Plus les Américains qui tirent les ficelles. On sait qu'ils tirent les ficelles à l'égard de la France. C'est pas très difficile parce que ça fait quand même longtemps que les gouvernements français sont des ventres mous. Et donc, c'est pas très difficile de s'ingérer. En lisant les souvenirs de Roland Dumas, qui a toujours été assez loyal par rapport à Mitterrand, mais enfin, il raconte quand même que dès 81, Mitterrand demandait l'autorisation des Américains pour prendre n'importe quelle décision. Donc voilà, on est comme ça. Pour Carlos, l'adversaire, c'est les Américains. Les Israéliens, ils n'ont même pas besoin de s'en mêler, parce que les Américains font le boulot, la France fait le boulot. Et donc voilà la situation. Alors, donc ils ont créé ce droit d'appel contre les condamnations d'assises. Donc dès ce résultat, mais dès lors qu'il y avait ce procès, je savais très bien qu'ils allaient le condamner à perpétuité, quel que soit le travail de la défense. Donc c'était cousu de fil blanc, comme on dit. Dès le résultat, j'ai aussitôt fait appel, parce que je dirais qu'au moins ça lui permet de participer à des débats publics, d'être enfermé avec des gens avec qui il n'y a pas grand monde pour avoir des discussions au niveau, on va dire. Ça fait du bien quand même de sortir un peu dehors. Ça. Donc, Monsieur Sanchez, sensiblement, d'après ce que je crois comprendre, en tout cas, il me semble que ce soit possible d'avancer cette hypothèse, il est victime d'un acharnement, d'une vindicte, une rancune de la part des personnes contre lesquelles il s'est battu, voici maintenant une 40aine d'années, et qui, par le biais des relais de pouvoir et des relais d'influence qu'ils ont, dont ils disposent, tiennent le système judiciaire français dans la paume de leur main, en quelque sorte, et par le biais donc d'opérations organisées par les États-Unis, financées par les Saoudiens, mettent en prison M. Sanchez par quoi? Par vindicte, par rancune, ou pour juste l'empêcher d'être libre ou l'empêcher de s'exprimer? Déjà, je crois que le premier point, c'est que les États, quel que soit leur gouvernement, d'abord, ce sont des monstres froids. Hein. Les États eux-mêmes n'ont pas d'état d'âme pour tuer. Hein, on sait bien, malheureusement.
les États tuent. Mais par contre, les gens qui les ont dérangés dans leur omnipotence, les États pardonnent jamais. Donc, j'imagine que Carlos a gêné les États puissants à un tel point que ils ne le laisseront jamais se promener dehors, même malgré son âge qui avance. C'est même pas une question de pardon. C'est pas les États sont des monstres froids qui se vengent éternellement et qui surtout, à travers ces procès dérisoires, médiocres, cherchent à, je dirais pas abaisser, mais à faire en sorte que des gens qui peuvent être des modèles de révolutionnaires ou de résistance ne puissent pas, enfin, ne donnent pas lieu à être un modèle contagieux, on va dire. En gros, c'est ça. Hein. Donc tout ça, il faut l'analyser, c'est la réalité. C'est vrai que c'est pas très marrant d'avoir un très mauvais rapport de force, parce que les États sont très puissants, ça c'est clair. On n'a pas beaucoup de soutien, on est dans un monde qui est quand même, qui a l'air politisé, mais qui est assez dépolitisé. Et puis, surtout, c'est vrai qu'il a voulu se battre contre les États et leurs services. Et donc, il n'a pas de soutien à ce niveau-là. Bon, ça ne veut pas dire que dans une partie du monde, et dans le monde musulman, qu'il soit sunnite ou chiite, alors moi je ne fais pas ces différences-là, c'est 1,5 milliard, Carlos reste une icône. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que l'Occident dans le monde. On a l'impression que c'est les Occidentaux qui décident de tout dans le monde parce que les médias ceux auxquels on accède en tout cas sont essentiellement occidentaux. Mais le reste du monde est beaucoup plus puissant que l'Occident. L'Occident se maintient par la force des armes pour l'instant. Hein. On sait que les civilisations sont mortelles. Alors, ça changera un jour. Bon, évidemment, tout le monde a le temps de mourir d'ici là, mais c'est pas éternel cette domination occidentale. Eh bien, oui. Je crois que nous attendons tous de nos voeux ce changement et cet avènement d'un nouveau monde vraiment multipolaire et plus unipolaire comme il nous est présenté, et manipulé, orchestré par donc, cette cabale occidentalo-sioniste. Donc, Maître Coutempère, vous êtes une défendeuse, une défenseuse du droit et donc du droit de M. Sanchez à sa liberté et à se faire entendre. Il ne faut pas oublier ces combattants de la liberté à une époque vraiment très troublée où la politique est complètement chamboulée, tourneboulée. On nous avance des débats, des thèmes qui n'ont aucune importance, en fait, les droits de certaines minorités, au-delà des sujets qui importent vraiment et qui pèsent en fait sur la vie des gens. Donc, espérons que les gens n'oublient pas l'exemple de Carlos, de Guilherme Ramirez Sanchez, dans la période actuelle. Merci beaucoup.